Nicolas Montigiani, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir pour attaquer ensemble cette deuxième partie des Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. D'abord, pour vous souhaiter une excellente année 2008, puisque le premier numéro de Science Inexpliquée, cette revue qu'on avait présentée l'an dernier, c'est-à-dire il y a un mois, et qui est maintenant dans les kiosques, présente, bien physiquement présente dans les kiosques. Vous en êtes le rédacteur en chef, c'est une belle aventure qui commence, donc je vous dis le célèbre mot en 5 lettres, évidemment. Merci. De rien. Nicolas Montigiani, dans cette revue, donc Science Inexpliquée, premier numéro, il y a un énorme dossier sur l'ufologie, avec notamment une très longue interview de Jean-Jacques Velasco. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'actualité que vous allez traiter donc régulièrement dans votre magazine. Et là, en l'occurrence, l'actualité nous ramène en Écosse, au bord d'un lac, le Loch Ness, avec des nouvelles de Nessie, comme on l'appelle affectueusement depuis de nombreuses années. Un film a été tourné, donc avant de parler de cette actualité, revenons un petit peu sur l'historique de cette affaire passionnante. Nicolas Montigiani, cette affaire du monstre du Loch Ness a démarré à quelle période ? Bien, écoutez, officiellement, l'affaire du monstre du Loch Ness remonte dans les années 30. Pourquoi ? Pour une raison simple en fait, pas parce que le monstre serait né à cette période ou serait arrivé dans ne sais où, c'est que dans les années 30, une route s'est construite, une route qui a permis à tous les citadins de Londres et des villes alentours de venir visiter cette région qu'ils ne connaissaient pas, qui est une région très reculée. Suite à la construction de cette route, donc les gens sont arrivés en masse et les observations, pourrait-on dire sérieuses, ont commencé. On commençait à peu près à cette période-là, dans les années 30. Ouais. Alors, quelles ont été les premières observations et quel a été le départ de l'affaire finalement ? Alors, ce qui est troublant dans cette affaire, c'est que les légendes écossaises, tous les mythes écossais et du nord de l'Angleterre parle d'animaux qui s'appelaient les kelpies, c'est-à-dire le cheval d'eau, une créature qui préexistait déjà depuis très très longtemps dans les mythes. D'ailleurs, on a coutume de dire qu'on empêchait souvent les enfants de jouer près des lochs par la crainte du kelpies. Ouais. Donc, a priori, déjà, il y a quelque chose qui était là, qui était sous-jacent. Les chasses à courre dans les Highlands repéraient parfois ces espèces d'animaux mi-otaries, mi-phoques. Donc, on a déjà tout un lit qui était là déjà pour que dans les années 30, la légende se lance vraiment. Oui. Vous pensez que là, c'est plus que de l'ordre de la légende, cette histoire de kelpie, qu'il y a vraiment un fond de vérité à creuser? C'est-à-dire quand vous lisez les mythes qui remontent aux années, on va dire 1850, les paysans de cette époque n'avaient ni la télévision ni les journaux, et ceux qui colportaient ces histoires, c'est-à-dire les prêtres, les curés, n'avaient pas l'habitude de consigner des choses farfelues. C'est-à-dire que on a quand même les paysans racontaient plus ou moins les mêmes choses. Les habitants des bords des lochs racontaient quand même la même chose. Ouais. Et que l'on peut quand même s'étonner. Alors, donc là, avec ce terreau, ce corpus déjà existant, ça a dû faciliter évidemment l'émergence de l'affaire Nessie. Oui, c'est-à-dire que dans les années 30, donc suite à l'ouverture de cette fameuse route, beaucoup de gens ont rapporté quelque chose d'assez inhabituel sur le Loch Ness pour qu'ils le rapportent aux autorités ou aux journaux locaux. Alors évidemment, ça a fait le bonheur du tourisme naissant à cette époque, mais il faut aller chercher beaucoup plus loin. Moi, j'ai tendance à dire que le plus important dans cette affaire, ce ne sont pas tant les photos, ce ne sont pas tant même à la limite les vidéos, ce sont les témoignages humains. Il faut croire dans ce que les gens racontent, parce que quand vous avez 10 personnes qui racontent une chose à la limite, mais quand vous avez des milliers de témoignages qui racontent exactement la même chose, vous dites soit ces gens sont tous fous, ce qui est peu probable,
Ouais, il raconte une histoire qu'il faut étudier de plus près. Ouais. Et quel a été le témoignage qui, à votre avis, ou les témoignages intéressants fondateurs? Alors les témoignages les plus intéressants. Alors le témoignage fondateur, on le cite dans notre revue. Il s'agit de celui d'un couple d'aubergistes d'un village qui longe le Loch, qui ont vu en 1933 une espèce de grand animal qui s'ébattait dans l'eau au milieu du Loch. L'étrange dans cette affaire, c'est que cet animal semblait vraiment d'une taille qui défiait l'imagination. Ce n'était pas un phoque, ce n'est pas une anguille, ce n'était rien a priori qui est connu habiter dans les lacs d'Écosse ou même du monde entier, quoi. Ouais. Ça ressemblait à quoi? Décrivez-nous leur témoignage et cet animal qu'ils auraient vu. Alors ils ont vu surtout une espèce de corps qui roulait dans l'eau comme s'il s'amusait avec quelque chose, avec quelquefois un coup. Les gerbes d'écume soulevées par cet animal étaient extraordinaires. Ça les a vraiment marqués. Et ils en ont après fait un rapport à l'Inverness Courier, qui était à l'époque un journal tenu par le garde-pêche du coin. Et là, toute l'affaire a commencé. Les touristes sont vraiment venus à partir de cette période. Et là, les témoignages ont vraiment commencé en masse. Cet animal, vous parliez de ses dimensions impressionnantes. Quelles étaient-elles selon ces deux aubergistes? Selon ces personnes, elles étaient à peu près de 7 à 10 mètres de long. Ah, donc, quand même. Oui, on peut se demander quel poisson déjà roulerait à la surface de l'eau de telle manière en soulevant des gerbes d'écume. Et de cette taille, bon, on connaît les silures, on sait qu'il n'y en a pas dans le Loch Ness, donc c'est pour l'instant c'est une observation qui, comme tant d'autres, reste vraiment inexpliquée. À moins qu'elle ne soit pas vraie, qu'elle ait fait partie d'une machination pour lancer l'histoire du Loch, mais je ne crois pas à cette hypothèse. Ouais, effectivement. Mais dites-moi, en ce qui concerne cette première observation, est-ce que ça en a suscité d'autres après? Est-ce que ça en a entraîné d'autres? Alors, c'est-à-dire que cette observation était intéressante par le fait il y en avait eu d'autres avant. Et suite à cette observation, des gens ont commencé à parler. Ils ont dit, mais moi aussi, j'ai vu quelque chose. Et je voulais pas le rapporter. C'est un petit peu comme dans l'affaire des ovnis, hein, en fait. Les langues se sont déliées. Beaucoup de fermiers, de riverains du Loch ont dit, mais moi, j'ai vu, je sais que ça existe, mais on n'en a jamais parlé avant, parce qu'en fait, c'était tellement la routine qu'on voyait pas pourquoi on en aurait parlé dans les journaux ou rapporté ça à Londres au Muséum d'histoire naturelle. Mais avec toutes ces observations, je suppose qu'il y a quelques paléontologues, quelques scientifiques qui se sont dit, tiens, ma foi, il y a peut-être quelque chose à creuser, y compris dans les années 30. Alors, oui, bien sûr. Alors, le problème, c'est qu'il y a eu, suite à ces observations, il y a eu des canulars. Ouais. Il y a par exemple le canular, la première photo qu'on connaît bien, qui est celle d'un coup de cygne qui sort de l'eau, qui aurait été prise par un gynécologue qui s'appelle Robert Kenneth Wilson. L'on sait depuis les années 90 que cette photo était en fait un trucage. C'était un petit sous-marin sur lequel on avait collé de la pâte à bois pour simuler un coup de monstre. Ouais. Alors, est venu se mêler des histoires tout à fait réelles, à mon sens, extraordinaires par les descriptions qu'elles ont apportées, et des canulars. Ouais. Donc là, évidemment, ça a pollué le dossier, voilà. Et ça lui a donné cette espèce d'aura farfelue. Tout à fait. Et cette aura n'a plus quitté le dossier depuis maintenant bientôt plus d'une centaine d'années. Comme j'ai tendance à comparer le Loch Ness, moi, aux ovnis, hein, finalement, c'est un mini dossier ovni. Bien que l'existence d'animaux inconnus de la science ne soit pas une chose extraordinaire en soi, hein, le débat était pollué. Maintenant, l'affaire est dirait-on, discréditée. Ouais. Alors, en ce qui concerne les scientifiques, pour en revenir à la question que je vous avais posée précédemment, des scientifiques des années 30 se sont intéressés à ce dossier? Oui, alors plusieurs sont venus, toujours
relativement dédaigneux du Muséum d'histoire naturelle de Londres. Ils sont venus, ils sont restés une journée, puis ils sont repartis en disant que c'était soit des hallucinations, soit des affabulations. À l'époque, aucune étude n'a vraiment été engagée sérieusement. C'était surtout la risée. On essaie de démystifier tout ça, puis on passe à autre chose. Oui. Je rappelle que tout à l'heure, donc, vous nous ferez part de cette actualité, de ce nouveau film qui a été tourné, de ce qu'on y voit, puisque vous avez pu l'observer, vous avez rencontré celui qui l'a filmé, celui qui l'a réalisé, mais restons pour le moment dans le cadre historique. Vous êtes allé vous-même au Loch Ness, en Écosse? Oui, j'ai été quatre ou 5 fois déjà. Bon, bah, je n'ai rien vu. Ouais. Malheureusement, mais je crois que c'est le lot de 99,8% des gens qui vont là-bas. Il faut vraiment y aller. Alors moi, j'ai interrogé des gens, j'ai été au musée, j'ai été dans la ville d'Inverness. Là-bas, c'est rentré dans les mœurs, c'est-à-dire qu'on s'accommode. Je sais pas si on s'accommode de l'animal s'il existe, on s'accommode surtout de la légende et de tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire les embouteillages l'été, les restaurants bondés, les t-shirts. Je crois que c'est effectivement une industrie aussi. Ouais. Ben, en même temps, ça leur apporte une manne économique assez conséquente quand même, hein. Oui, tout à fait. Et moi, j'avais entendu parler de 30 millions de dollars par an. Ouais. Alors, est-ce que le chiffre est exact? Je ne sais pas, puisque j'allais pas le demander là-bas. C'était malvenu. Ouais. Effectivement, mais c'est une manne, mais il subsiste un mystère. En tout cas, moi, j'en suis convaincu. Alors, peut-être pas un monstre venu de la préhistoire, mais en tout cas une espèce peut-être encore inconnue ou qui aurait divergé de la branche qu'on lui connaît normalement. Vraiment, toutes les possibilités sont encore ouvertes. Ouais. Nicolas Montigiani, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de ce nouveau magazine qui s'intitule Science inexpliquée. À quoi ressemble ce Loch Ness? Parce que 90% de ceux et celles qui nous écoutent n'y sont jamais allés. Dressez-nous un petit peu le portrait de ce lieu. Alors le Loch Ness, c'est un lac qui est situé presque au bout de la terre, hein, là-haut au bout de l'Écosse. Alors on a tout entendu par rapport à sa longueur, à sa profondeur. C'est un lac qui fait exactement 39 km de long. Ah, quand même. Oui, ça fait long, mais comme on voit pratiquement les deux bouts quand on se trouve à un bout. Ouais. C'est assez étrange. C'est vraiment une atmosphère. Ce qui est intéressant, c'est surtout sa taille, parce que c'est un des lacs les plus profonds d'Europe. Ouais. Jusqu'à 230 mètres de profondeur. C'est surtout ça qui est quand même, c'est-à-dire que moi je m'y suis pas baigné. Il y avait des gens qui s'y baignaient. Ouais. Moi je n'ai pas pris le risque, peut-être par, je ne sais pas. C'est un lac qui profite de la tourbe de tous les torrents qui s'y jettent. C'est-à-dire la tourbe, c'est la terre bien connue là-bas des Écossais, qui est d'ailleurs très fructueuse pour faire pousser des légumes et des plantes. En sachant que cette tourbe opacifie les eaux du lac dès les 3-4 premiers mètres. Ouais. C'est-à-dire que vous baignez, vous voyez pas vos pieds pratiquement. Ouais. C'est un noir complet. Donc l'hypothèse d'une créature qui serait habituée ou qui serait équipée pour vivre dans les profondeurs, dans un noir obscur comme ceci, qui n'aurait pas besoin finalement de remonter à la surface souvent, ouais. est tout à fait plausible. On a voulu voir alors un mammifère, on a voulu voir un dinosaure, on a voulu voir un reptile. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt se diriger vers une créature de fond qui peut toutefois remonter à la surface et faire surface, puisqu'on l'a vu sur terre ferme. Hein, il y a des témoignages. Ah, on en reparlera, ça, d'accord. Mais en fait, le Loch Ness est un endroit très difficile à étudier de par sa condition géologique et topographique. Donc, vous voyez plus rien à partir de quelques mètres de fond. Oui. Et en ce qui concerne les rives, c'est plutôt plaine, c'est plutôt montagneux, c'est abrupt, c'est comment? Alors oui, c'est abrupt, c'est-à-dire que c'est entouré de montagnes. Hein. Oui. Les montagnes se jettent pratiquement dans le loch, mis à part les quelques plages qu'il y a. Et puis après, vous avez ça descend relativement doucement jusqu'à
il y a 2 fosses dans le Loch Ness qui descendent de 30 ou 40 mètres jusqu'au fond, quoi. Ouais. D'où l'hypothèse, il y a certaines personnes qui ont lancé l'hypothèse de l'existence de grottes contre les parois de ces abysses. Ouais. Pour l'instant, ça n'a pas été démontré. Nicolas Montigiani, une première pause et on se retrouve dans quelques instants pour continuer avec vous à explorer ce dossier du monstre du Loch Ness, puisqu'il y a une actualité, nous allons en parler avec vous, actualité dont vous parlez dans un petit dossier dans votre nouvelle revue, magazine que vous pouvez trouver partout dans tous les kiosques qui s'intitule Science inexpliquée. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy sur Sud Radio. Nicolas Montigiani est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange, rédacteur en chef de cette revue, cette nouvelle revue. 2008 commence bien, une nouvelle revue dans vos kiosques. Cette revue s'intitule Science inexpliquée. C'est le numéro 1 avec un très gros dossier sur l'ufologie et notamment une interview de spécialistes de l'ufologie. Je pense à Pierre Lagrange, je pense à Jean-Jacques Velasco et bien d'autres. Mais là, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est l'article concernant le Loch Ness et puis Nessie. Alors, là, nous en étions, Nicolas Montigiani, dans les années 30, le démarrage, ce qui a été un petit peu les témoignages qui ont été fondateurs de ce dossier du monstre du Loch Ness. Vous nous disiez précédemment qu'il y a des témoignages selon lesquels le monstre serait venu sur terre ferme. Oui, tout à fait, oui. Surtout au début du phénomène. Bon, alors, ces témoignages sont toujours à prendre avec des pincettes, hein. Ce sont des témoignages. Sachant que les gens qui l'ont décrit sur terre ferme l'ont décrit quasiment de la même manière, c'est-à-dire un animal d'une dizaine de mètres de long, avec un corps un peu comme un phoque, un appendice qu'ils ont décrit alors comme un cou avec une tête au bout. Alors ça, on ne peut rien affirmer. Et puis en guise de pieds, des palettes natatoires comme en ont les poissons. Ouais. Donc une espèce d'animal préhistorique en fait. C'est-à-dire oui, enfin, ça ressemble à un hybride. Généralement, c'est ce qui les a marqués, un hybride entre un phoque gigantesque et un reptile, un animal préhistorique, une espèce d'animal indéfinissable, mais en tout cas qui leur a causé assez d'effroi pour qu'ils disent qu'ils ont été quand même étonnés, voire choqués par ce qu'ils voyaient devant eux. Les dimensions de cet animal, toujours les mêmes. Autour de entre 6 mètres et 12 mètres, voire 20 mètres. On en a vu des plus petits. Ce qui nous fait dire, en fait, ce qui fait dire les spécialistes que, évidemment, il n'y aurait pas qu'un monstre à l'intérieur du Loch. Il ne pourrait pas vivre pendant des centaines d'années. Il y aurait une famille, ce qui est relativement normal. Il y aurait une famille avec des petits, avec des plus gros, avec. Donc les choses restent vraiment à connaître. Si cet animal est venu sur la terre ferme, est-ce qu'il y a eu des traces au cours de l'histoire? Oui, alors les seules traces qu'il y a eu sont des traces dont on sait aujourd'hui qu'elles étaient fausses. Elles ont été faites à l'époque lors de la grande chasse aux monstres dans les années 30 par des pieds empaillés d'un hippopotame. En fait, un porte-parapluie d'un des riverains du Loch s'est servi de son porte-parapluie pour faire des marques sur les bords du Loch Ness. Quels sont ensuite les témoignages réellement intéressants, films, photos ou témoignages dont vous pensez qu'il faut vraiment se pencher dessus? Les témoignages les plus intéressants sont une vidéo qui a été prise en 1960, pour moi, vraiment. Et ensuite, tous les témoignages sonores qui s'échelonnent entre 1960 et 1988. Et pour terminer, la vidéo de Gordon Holmes, la dernière vidéo qu'il a prise. Alors, je peux essayer de résumer c'est ce que moi je considère comme des preuves. Sinon vraiment des indices, de forts indices. En 1960, Tim Tinsdale, qui était ingénieur aéronautique, était venu au Loch Ness pour rechercher le monstre. Il était équipé d'une caméra. Il a filmé
face, c'est-à-dire à 1,5 km, une bosse qui longeait les rives du Loch Ness et qui semblait animée. C'est-à-dire que on a longtemps cru qu'il avait vraiment la preuve, qu'il avait filmé le monstre du Loch Ness. Ouais. Alors, il y a eu évidemment des critiques. On a dit qu'il avait filmé un bateau. On a dit qu'il n'était pas bien réveillé, qu'il était fatigué. Jusqu'au moment où cette vidéo a été analysée dans les années 80, en 1995 par un ingénieur aussi informaticien, qui a agrandi la bosse et qui s'est aperçu qu'en dessous la surface qui affleurait l'eau, il y avait une énorme masse sombre qui était en fait le reste de l'animal. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est troublant et qui montre que c'était pas un bateau. De toute façon, ce qu'il avait filmé. Selon vous, c'est déjà, si ce n'est une preuve, au moins un fort, un indice, forte présomption de l'existence d'un animal dans ce loch. Oui, tout à fait. Surtout que cette vidéo, à l'époque, avait été analysée par la Royal Air Force, par un service de photographie, qui eux étaient convaincus qu'il s'agissait d'un objet animé. Donc, ni un bateau, ni un sous-marin, ni autre chose. Vraiment quelque chose qui bougeait. Et alors, vous nous avez parlé également de traces de sonar. Oui, alors ça, c'est ce qu'on pourrait qualifier comme le cœur du dossier. C'est comme en ufologie, comme les radars. C'est vraiment des instruments qui mesurent une chose qui est anormale. Plusieurs fois, des spécialistes du sonar, des pêcheurs vraiment rompus à ces techniques de pêche sont venus au Loch Ness, dont un assistant du commandant Cousteau, et ils ont effectivement repéré des cibles. Alors, ils n'ont jamais dit ça y est, on l'a trouvé. Ils ont repéré des cibles qui étaient considérées comme étranges et par leur taille, c'est-à-dire que elles n'avaient rien à faire dans un lac qui finalement n'est pas si grand que ça, et par leur vitesse, qui est incompatible avec les poissons connus. Et qu'est-ce que ça donnait comme type de résultat? Qu'est-ce qu'on pouvait en conclure? Alors, ça a été des résultats, déjà plusieurs cibles distinctes, énormes, étaient repérées, ou dans les profondeurs ou entre deux eaux. Des cibles qui remontaient depuis les profondeurs jusqu'à la surface d'une façon que ne le font pas les poissons, avec une vitesse que n'ont pas les poissons. Donc c'est toujours pareil, c'est comme disait Hynek, c'est une désespérante impossibilité de conclure. Il y a des choses. En 1988, l'opération Deep Scan qui a ratissé le loch avec 24 vedettes bord à bord, équipées des derniers sonars, ont détecté 4 cibles que les ingénieurs ont déclarées étranges. Et puis je vous dis maintenant, par rapport à la configuration du Loch Ness, qui est où les plongeurs ne voient rien, prendre des photos, c'est très très difficile. Oui. C'est-à-dire que même si on est un plongeur et imaginons est à moins 10, moins 20 mètres, le monstre pourrait passer à 4-5 mètres de lui, il ne le verrait pas. Il ne le verrait pas. Il sentirait peut-être un remous qui lui ferait la frayeur de sa vie, mais il ne verra rien. Alors il faudrait des éclairages très très puissants qui coûtent très très cher. Et moi je pense que l'expédition vraiment scientifique sur le Loch Ness reste encore à faire. Ouais, mais ces sonars dont vous avez parlé donnent quand même des indications importantes, mais on ne peut pas se permettre de conclure même avec ça? Non, parce qu'il y a toujours les éternels sceptiques qui disent oui mais le sonar peut se tromper, c'est comme le radar, peut y avoir des faux échos, ça peut être des courants d'eau chaude, ça peut être aussi des branches d'arbres. Ce à quoi les spécialistes répondent nous on connaît bien notre métier, on sait ce qui se passe. On a parlé également de l'éventualité de troncs d'arbres qui se détachent du fond et qui remontent à la surface. Ça a été un très en vogue à un moment. C'était des troncs d'arbres en décomposition qui sont gorgés de gaz et qui
d'un seul coup, sous l'effet de la pression, remonte à la surface. Il paraît que le phénomène existe. Moi, je l'ai jamais vu. J'en ai pas souvent entendu parler, mais je pense que ça a été plus trouvé pour essayer de démystifier l'affaire que pour autre chose. Mhm. Mais en quoi est-ce que c'est gênant la possibilité qu'il y ait une espèce inconnue dans ce lac? Je ne sais pas. Pour moi, en tout cas, je ne suis gêné en aucun cas. Je ne sais pas. C'est-à-dire que moi, j'en parle parfois autour de moi ou avec des amis, et c'est toujours cette crainte de l'inconnu, ou je ne sais pas. Et puis il y a toute cette démystification qui s'opère depuis des dizaines d'années, hein, qui fait qu'on a tendance à ne pas y croire a priori. Maintenant qu'il y a une espèce inconnue, comme par exemple une sorte d'anguille vraiment énorme, ça ne pose vraiment aucun problème. La zoologie aurait tout à gagner. Bien sûr. Ouais. Parlons maintenant des preuves photos. Est-ce qu'il y a des photos, à votre avis, probantes ou tout est faux? Alors dans notre dossier, on a étudié à peu près toutes les photos qui existent, à moins que j'en connaisse pas, mais ce qui m'étonnerait. Les photos ne sont vraiment pas des preuves. D'ailleurs, moi, je le dis, hein, les photos ne sont pas convaincantes. Il y a peut-être il y a une vingtaine de photos. Parmi cette vingtaine de photos, il y a peut-être des photos qui ont capturé le monstre du Loch Ness. Ça reste vraiment très très difficile à dire. Moi, je préfère, pour ma part, vraiment me concentrer sur tout ce qui est témoignage humain et puis le sonar. Ouais. Parmi les témoignages humains, quels sont peut-être les deux que vous retiendrez comme étant extrêmement probants? Il y a un témoignage d'enfants, des enfants qui jouaient sur les bords du Loch. Là, nous sommes en quelle année? C'est passé dans les années en 1936, je crois. Des enfants, il y avait 5 ou 6 enfants qui jouaient sur les bords du Loch et qui ont vu quelque chose émerger pas loin d'eux, qui leur a fait assez peur pour que la plupart tombent malades. Donc ça, c'est un point. Et puis ensuite, peut-être le témoignage d'un curé qui est basé à l'abbaye de Fort Augustus, au niveau sud du lac. Un curé, un homme de foi dont on ne peut pas dire qu'il aurait menti. Il a vu lui aussi quelque chose un jour avec un visiteur qui l'a fortement étonné et ébranlé. Mais des témoignages, il y en a des centaines et des centaines. Faudrait les reprendre en fait un par un et essayer de dégager un portrait robot, si c'est possible, des animaux dus ou des animaux. Parlons maintenant, Nicolas Montigiani, de ce nouvel élément à rajouter au dossier du Loch Ness que vous avez présenté dans cette revue dont vous êtes le rédacteur en chef. Le titre, c'est Science inexpliquée, disponible dans tous les kiosques. Alors, comment avez-vous eu vent d'abord de ce nouvel élément et comment avez-vous enquêté? Alors, comme tout le monde, j'ai entendu parler de cette vidéo par Internet et puis aux informations au mois de juin. J'étais un peu frustré par la brièveté des images qui étaient diffusées dans les médias, c'est-à-dire on voit pendant 5-6 secondes une forme qui se balade sur une étendue d'eau. Moi en tant que passionné, je n'ai pas voulu en rester là. J'ai contacté tout de suite Gordon Holmes à son université à Bradford en Angleterre. Gordon m'a gentiment envoyé son film en entier qui dure quand même 2 minutes 50 et non pas 6 secondes. Et là, on a pu vraiment étudier et voir ce qu'il avait vraiment filmé. Alors, d'abord, qui est Gordon Holmes? Alors, Gordon Holmes, c'est un technicien des médias et des technologies de l'information. Il travaille à Bradford. On l'a qualifié, au tout début, de scientifique amateur. Ce qui ne veut pas dire grand-chose. Non. Peut-être pour le déprécier d'entrée, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça me semble être quelqu'un de très honnête, en tout cas de passionné par le Loch Ness. Puisque lorsqu'il a filmé ces formes sur le lac, il était en train d'installer des hydrophones
pour essayer d'enregistrer les sons des créatures. Ouais. Et que voit-on donc sur ce fameux film? Alors, ce que je tiens à dire déjà, c'est que les médias ont relayé une fausse information, que ce soit dans la presse ou à la télé. Ah oui, ouais. À la taille des animaux ou des choses visibles sur la vidéo. On a parlé d'une taille de 15 mètres, ce qui est pas du tout ça. Gordon n'a jamais dit ça. Il a parlé, lui, plutôt de 1,50 m à 2 mètres de long. Ah oui, effectivement, c'est complètement différent. Voilà, pour les parties qui étaient visibles. Donc, c'est une information erronée. Ouais. Lui, il dit que c'est peut-être son accent écossais qui n'a pas été bien compris. C'est vrai que l'accent écossais est particulier quand même. Hein, oui, lui, c'est ce qu'il dit. Ouais. En tout cas, moi, j'ai voulu m'en assurer. C'est vrai qu'on revient dans des dimensions beaucoup plus raisonnables, entre guillemets. Ouais. Maintenant, la vidéo, dans son entier, est quand même très, très, très intéressante par le fait qu'on y voit deux masses. Deux. Pas qu'une, hein. Oui. C'est-à-dire, il se concentre sur une pour la filmer, mais il y en a une autre qui est plus loin. Donc, il y a deux masses qui nagent parallèlement. Deux masses plus ou moins serpentines. Qui avance quand même à une bonne vitesse, une vitesse supérieure à un nageur. Ouais. Et ce film est intéressant par le fait qu'il zoome en fait. Il zoome plusieurs fois pour montrer qu'il est bien au Loch Ness. C'est-à-dire que on voit les berges du Loch avec les créatures au milieu et il se reconcentre sur la créature. Et il fait ça plusieurs fois, ce qui est vraiment très très intelligent parce qu'on aurait pu dire bon, il a filmé ça dans un autre lac. Ouais. Ça peut être un nageur qui est à 2 mètres de lui, etc. Donc là, on peut vraiment repousser le canular par ceci. Donc ça déjà, c'est déjà un point extrêmement positif. Son opinion à lui, à Gordon Holmes. Alors lui, il a toujours été. Moi, quand je l'ai rencontré, on en a parlé un peu, évidemment. Il a toujours été réservé. Hein. Il ne dit pas. De toute façon, il est prudent. Hein. Moi, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Il faut pas dire j'ai filmé le monstre du Loch Ness. Il a filmé deux masses sombres et serpentiformes qui étaient sur le Loch Ness. Maintenant, aux scientifiques de dire ce que c'est. Même si lui, il a effectivement sa petite idée et qu'il les a vus bien plus longtemps parce qu'il a arrêté de filmer. Il y avait des arbres et il a continué à les voir depuis la berge. Lui a sa conviction. Maintenant, qu'il reste prudent, je crois que c'est bien comme ça. Alors, quel est votre sentiment à vous après avoir observé ce film? Deux créatures, je le rappelle, donc nageant à fleur d'eau, hein, à peu près. Oui. Vous nous l'avez dit, taille des créatures 1,50 m, 2 mètres, à peu près. C'est ça, à peu près, en sachant que Gordon a bien précisé que la plus grosse partie devait se trouver en fait en dessous l'eau. Ouais. Puisqu'on voit bien une ombre quand même, une ombre en dessous. Donc c'est la partie immergée, enfin plus ou moins immergée, qui était entre les vagues qui faisait cette taille. Ouais. Non, on peut pas dire combien mesure le reste. Ah oui, voilà. Donc la créature en dessous pouvait être beaucoup plus grande. Ce qu'on voit nageant entre deux eaux, qui quelquefois émerge une espèce de cou en fait à l'avance que moi je considère comme un cou, émerge. Comme un peu un serpent qui nagerait, mais c'est tout ce qu'on voit. Mais on voit bien qu'il y a une ombre, qui est une masse qui est là sous-jacente. Mais enfin, Nicolas Monteggiani, est-ce que ce film, je vous pose la question franchement, hein, oui. Ce film trucage, film bidon ou vrai film? Là, c'est difficile à dire, hein. Surtout pour moi. Je suis pas. Moi, j'ai contacté un zoologiste. Je dois le rencontrer le mois prochain. Je lui apporterai le film. Donc, je tiendrai les lecteurs d'ailleurs de Science Inexpliquée au courant relativement par rapport à cette histoire. Trucage, moi, connaissant Gordon Holmes, si c'est un trucage, c'est-à-dire qu'il me manque, il n'est pas honnête. Je ne sais pas. Je ne pense pas, en tout cas, avoir sa vidéo. On a vraiment l'impression que un nageur qui serait, je vois pas comment on aurait pu truquer la vidéo. Par informatique peut-être, je sais pas. Quoique ça paraît vraiment bien réel, je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, par rapport à la vitesse, je vous dis, par rapport à l'allure, ça ressemble vraiment, en fait, ça ressemble à des anguilles. Des grosses anguilles. Alors Gordon a dit qu'il avait vu sur les côtés
des espèces de renflements, puis des nageoires. Ouais. Donc, ce qui ferait que ce serait une espèce d'anguille qui est inconnue. Mhm. Il y a des témoignages qui font état d'animaux comme ça au Loch Ness, des bébés, vraiment toutes les hypothèses sont ouvertes. Mais alors dites-moi quand même, à titre de conclusion, parce que le dossier est loin d'être refermé, nous sommes d'accord, Nicolas Monteggiani. Ça fait, depuis les années 30 qu'on parle de Nessie. Comment se fait-il que l'on n'ait pas pu au moins trouver, je ne sais pas, une carcasse, un cadavre qui se serait échoué, je ne sais pas, quelque chose de tangible? C'est le grand mystère. On avait retrouvé à un moment une dent qui aurait appartenu soi-disant à un animal marin. C'était un canular. Il faut savoir que le Loch Ness est une surface quand même énorme d'eau et les fonds n'ont pas tous été étudiés. On n'y voit pas grand-chose. Plusieurs sous-marins ont exploré les fonds. Oui. Ils ont été un a eu un éco-sonar étrange, l'autre n'a rien trouvé. Comment dire, c'est une énigme, elle reste à percer. Les photos ne sont pas convaincantes. Il existe des films qui sont plus ou moins convaincants. Les témoignages, si tous les gens ne sont pas des fous, sont convaincants. Et puis je tenais à dire aussi, alors que Gordon Holmes va se lancer l'année prochaine et on le suivra dans sa quête. Il veut lancer une petite maquette de bateau équipé de sonar et d'hydrophone pour la faire naviguer sur le Loch. On suivra de très près ce qu'il veut faire. Et on tiendra nos lecteurs au courant, on ira là-bas. La créature ou les créatures ou le phénomène qui cause ce mystère reste à découvrir. Votre sentiment personnel, est-ce que votre conviction est faite dans un sens comme dans un autre d'ailleurs? Elle a été faite, puis elle s'est défaite, puis elle s'est refaite, puis moi comme en ufologie, je m'en tiens vraiment aux faits. Les faits sont le sonar. Le sonar, on a des relevés qui sont quand même étranges, qui devraient être repris, mais ça on va s'en charger, on va les présenter à des scientifiques. Les relevés sonars sont quand même des pièces tangibles, il faut les reprendre, les étudier. Il faut reprendre le dossier, monter. Alors une expédition qui serait très coûteuse, très onéreuse, c'est le problème, pour tout reprendre à zéro. Reprendre les témoignages, les disséquer, ce qu'avait bien fait d'ailleurs Bernard Wöhlmans à l'époque. Le fondateur de la cryptozoologie. Lui, il était convaincu qu'il y avait une sorte de ce qu'il appelait une otarie à long cou dans le Loch Ness, enfin plusieurs, suite à tous les témoignages qu'il avait recueillis. Je ne sais pas, je serais plutôt du côté de pour, et il y a quelque chose maintenant, je vous dis, la grande recherche scientifique sur le Loch Ness reste à faire. Nicolas Monteggiani, nous allons conclure cet entretien. Je vous remercie d'ailleurs d'être présent dans les Aventuriers de l'étrange ce soir. Les autres dossiers qu'il y a dans Science Inexpliquée, je l'ai rappelé, un gros dossier sur l'ufologie, mais également une interview d'un archéologue concernant le tombeau de Jésus. Oui, tout à fait, oui. Qui lui est persuadé que c'est vraiment le tombeau du Christ. Alors cette affaire remonte au début des années 80. Elle a été exhumée récemment par le documentaire qui a été réalisé par James Cameron. Oui, exact. Le tombeau de Jésus. Oui. Le Canadien Cynthia Jacobovici, qui est archéologue amateur et puis aussi journaliste, lui a vraiment essayer de retrouver ce tombeau, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Ils ont excavé. Cette histoire a été exhumée dans les années 80 par des archéologues. Tout à fait. Des archéologues qui, eux, n'ont pas du tout cru qu'il pouvait s'agir du tombeau du Jésus des Écritures. Donc c'est une affaire qui a été ouverte et tout de suite refermée. C'est peut-être d'ailleurs pour ça aujourd'hui que
l'affaire retombe un peu, ne va pas plus loin, car l'archéologie a dit ça n'est pas le tombeau de Jésus. On referme le tombeau, on range les pièces, et puis voilà. Circuler, il n'y a rien à voir. Peut-être par rapport à l'église, peut-être par rapport à autre chose, je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que cette découverte, donc des ossuaires sont des petites boîtes de calcaire dans lesquelles les Juifs du 1er siècle mettaient les restes de leurs défunts, oui, bien sûr. Voilà. Oui. Moi, ce que j'en ai étudié, j'ai discuté avec Giacobowiczi, il a l'air tout à fait honnête dans sa démarche, même si par rapport à James Cameron, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup un pataquès fait autour du documentaire. Moi, ce monsieur a l'air tout à fait honnête. Les pièces qu'il a trouvées mentionnent les noms non seulement de Jésus, mais aussi de Marie, de Matthieu, Judas, fils de Jésus. Oui. De Marie Amenée, que l'on assimilerait, que l'on comparerait à Marie-Madeleine. Ouais. Donc, ce sont des pièces troublantes. Je déplore encore une fois qu'une étude d'envergure ne soit pas faite sur ce point. Oui, pour clore définitivement le dossier. Voilà, donc nous, dans notre revue, on a vraiment voulu faire connaître cette histoire d'une manière rationnelle, honnête, c'est-à-dire que je n'ai oublié ni ce que disaient les uns, ni ce que disaient les autres. Les analyses ADN sont bien consignées, puisqu'il a fait des analyses ADN sur les ossements. Donc, pour l'instant, nous, en tant que tel, on ne peut pas aller plus loin. Mais c'est vraiment une histoire, absolument, une découverte passionnante. Nicolas Montigiani, pour conclure très rapidement, une idée du sommaire du numéro 2 ? Alors, le numéro 2... Ou du moins le gros dossier. Oui, alors ce sera surtout sur la construction des pyramides. Les deux hypothèses qui restent scientifiquement valables et encore en lice aujourd'hui. Les pierres reconstituées. À savoir l'hypothèse de Joseph Davidovich sur les pierres reconstituées. Oui. Extrêmement pertinente. Et l'hypothèse plus récente de Jean-Pierre Houdin, qui est architecte et qui a travaillé avec Dassault Systèmes et tous les programmes informatiques par rapport aux rampes intérieures, par rapport à la construction par rapport aux rampes intérieures. Très bien. Donc ça va être extrêmement passionnant et j'aurai le plaisir de vous recevoir à nouveau évidemment pour évoquer cette revue donc Science inexpliquée numéro 1 qui est dans vos kiosques désormais. Je vous invite à la découvrir. Nicolas Montigiani, merci beaucoup, bonne fin de soirée et puis à très vite dans les Aventuriers de l'étrange. Au revoir. Au revoir. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. C'est terminé pour les Aventuriers de l'étrange. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio. On se retrouvera vendredi et samedi prochain. Merci à Doudou, le réalisateur, qui signe la réalisation donc de cette émission, Pierre Massias qui m'aide à la construire. Et puis, si vous voulez réécouter les émissions de ce week-end, d'hier et celles de ce soir, rendez-vous sur le site psiland.org, psiland.org. Vous allez pouvoir télécharger l'intégralité de cette émission et de toutes les émissions des Aventuriers de l'étrange depuis avril 2006. Vous voyez que on pense à vous. Les podcasts sont donc à votre disposition. Cela étant, si vous avez vécu quelque chose de l'ordre du paranormal, vous le savez, vous pouvez m'appeler au 0826 300 300. Vous me laissez votre message sur ma boîte vocale, Les Aventuriers de l'étrange, ainsi que vos coordonnées pour que je puisse vous rappeler. Je suis en train de préparer une émission qui sera consacrée à vos témoignages. Bonne semaine et à vendredi et samedi prochain. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio.